Je sais précisément à quel moment Lorenzo Moretti me voit entrer dans la salle de bal, car le verre de whisky qu'il portait à ses lèvres s'arrête net, suspendu dans les airs, comme si le temps lui-même s'était figé sous son choc. Et même à travers cette foule compacte, remplie des hommes les plus dangereux de la ville en costume hors de prix, je sens le poids de son regard qui suit chacun de mes mouvements avec une intensité qui me donne la chair de poule. Je refuse catégoriquement de laisser transparaître sa satisfaction. Ma robe a coûté plus cher que ma vieille voiture et me va comme un gant, comme si elle avait été conçue spécialement pour couper le souffle à tous les hommes présents. Entièrement en soie émeraude profonde, assortie à mes yeux, avec un décolleté qui suggère sans dévoiler. Et je l'ai choisi avec soin. Car ce soir, il ne s'agit pas de me fondre dans la masse comme je l'ai fait pendant toute mon adolescence. Ce soir, il s'agit de faire en sorte que Lorenzo Moretti me voie enfin autrement que comme la fille maladroite qui le suivait partout comme un petit chien perdu, en quête désespérée d'attention. La main d'Alandro, chaude et rassurante, se pose sur le bas de mon dos tandis qu'il me guide dans la salle de bal avec l'assurance décontractée de quelqu'un qui sait qu'il est l'un des hommes les plus influents de la pièce. Et je suis parfaitement consciente qu'entrer au bras du frère cadet de Lorenzo est sans doute la décision la plus brillante ou la plus stupide que j'ai prise en 23 ans. C'est Alandro qui avait suggéré d'y aller ensemble lorsque je lui avais dit avoir reçu une invitation pour le gala de charité annuel de la famille Moretti. Son sourire, à la fois entendu et légèrement malicieux, s'était fait entendre lorsqu'il m'avait proposé de m'accompagner. Bienvenue à nouveau chez Désir Criminel. Et j'avais accepté, car l'alternative était d'arriver seule et de passer pour une romantique pathétique, toujours amoureuse de son frère aîné. Mani, tu fais sensation, Bella. Je crois que je n'ai jamais vu mon frère avoir l'air aussi menaçant avec une bouteille d'alcool aussi chère à la main. La voix d'Alandro est amusée tandis qu'il se penche si près que son souffle me chatouille l'oreille. Je me force à ne pas regarder Lorenzo, même si tous mes nerfs hurlent de confirmer ce qu'Alandro insinue. Ton frère se fiche de ce que je fais et avec qui je le fais. Il me l'a bien fait comprendre en me présentant son comptable il y a 6 mois, comme si j'étais une pauvre fille qui avait besoin d'aide pour trouver un rencard. Le souvenir de cette humiliation est encore douloureux, malgré le temps écoulé. Lorenzo qui suggérait que je pourrais bien m'entendre avec son conseiller financier, un homme discret, parce que nous étions tous les deux calmes et aimions lire. Comme si la compatibilité se résumait à une passion commune pour les livres et une certaine maladresse sociale. C'était avant que tu cesses d'être la fille dont il se souvenait et que tu deviennes celle qui, aujourd'hui, fait reconsidérer à tous les hommes présents leur statut amoureux. La main d'Alessandro glisse légèrement plus bas sur mon dos. Un geste possessif, calculé pour provoquer plutôt que pour séduire. Nous, moi y compris, soit dit en passant. Alandro, on en a déjà parlé. Je ne veux pas servir de monnaie d'échange dans ta lutte de pouvoir avec ton frère. Je garde un ton léger malgré l'avertissement que je lance, car Alessandro Moretti est charmant et beau, et tout à fait le genre d'homme à séduire quelqu'un juste pour prouver quelque chose à son aîné. Qui a dit que je te manipulais? Peut-être suis-je sincèrement intéressé par cette belle femme qui a grandi chez nous, mais qui est devenue intéressante dès l'instant où elle a quitté la maison et a cessé d'admirer mon frère comme s'il était la lune. Avant que je puisse répondre à cette déclaration dangereuse, une présence apparaît à nos côtés, me donnant la chair de poule. Inutile de me retourner pour savoir que Lorenzo a traversé toute la salle de bal pour interrompre la conversation qu'il imagine être la nôtre. Alandro, papa veut te parler du problème de la livraison. Apparemment, ça ne peut pas attendre la fin des discours de charité. La voix de Lorenzo est soigneusement contrôlée, comme lorsqu'il est furieux mais refuse de le montrer en public. Et quand je finis par le regarder droit dans les yeux, je suis prise au dépourvu par l'impact de son regard sombre, fixé sur moi avec une intensité presque physique. La livraison peut attendre. Je suis occupé pour le moment. Le ton d'Alandro est délibérément désinvolte, sa main restant fermement posée sur mon dos dans un geste de revendication territoriale uniquement destiné à son frère. Je suis avec mon invité, ce qui me fait me demander si vous avez du mal à trouver un cavalier, ou si vous vous êtes soudainement prise de passion pour les cas sociaux. Les mots sortent plus acerbes que je ne l'aurais voulu. Des années de souffrance et de rejet refoulés remontent à la surface malgré tous mes efforts pour conserver le calme sophistiqué que j'avais soigneusement construit pour ce soir. Et je vois une lueur dans l'expression de Lorenzo, peut-être de la surprise ou de la douleur, avant que son masque habituel d'indifférence contrôlée ne reprenne sa place. Choix de mots intéressant, étant donné que vous n'avez jamais été un cas social, Gianna. Je commence à me demander si mes tentatives pour vous aider à vous y retrouver dans les situations sociales n'étaient pas mal avisées, si c'est là la gratitude que je reçois. Tes tentatives pour m'aider, c'était comme si tu me traitais comme une petite sœur à gérer, et non comme une femme capable de décider elle-même qui mérite mon temps et mon attention. Je sais que nous attirons les regards des invités. Que 2 des plus puissants parrains de la mafia de la ville aient une conversation tendue avec une femme qui a grandi chez eux. C'est exactement le genre de ragot dont ces événements raffolent. Alors, vas-y, continue de prendre tes décisions.
Je ne me permettrai jamais de perturber ta soirée. Le sourire de Lorenzo ne se reflète pas dans ses yeux. Il regarde son frère d'un air froid et calculateur. Je te conseillerais de bien choisir tes fréquentations, car Alejandro a tendance à se désintéresser une fois les faits de nouveauté passés. Toi, en revanche, tu n'as jamais manifesté d'intérêt, ce qui, honnêtement, me semble pire que de le perdre un jour. Les mots me sortent de la bouche avant que je puisse les retenir. Des années à le voir enchaîner les belles femmes tout en me traitant comme un meuble, et c'est le comble dans cette salle de bal bondée où je suis censé lui montrer à quel point je l'ai oublié. N'est-ce pas? Tu n'écoutais peut-être pas. Sa voix se fait plus grave, intime malgré le contexte public, et soudain, il se rapproche plus que de raison, envahissant délibérément l'espace entre Alessandro et moi. Tu étais peut-être tellement occupé à croire que je te voyais comme une sœur que tu n'as pas remarqué tous les efforts que j'ai dû faire pour maintenir cette distance. Cette confession me frappe comme un coup de poing, réécrivant tous mes souvenirs de nos interactions sous un angle que je n'avais jamais envisagé. J'ouvre la bouche pour exiger des explications quand Alessandro s'interpose, la tension palpable dans tout son corps. Et la conversation est terminée. Tu fais un scandale et tu la mets mal à l'aise, ce qui n'était sûrement pas ton intention en débarquant ici comme un ex-petit ami jaloux. Je ne suis pas son ex-petite amie. Je la connais depuis qu'elle a 14 ans et je trouve d'extrêmement inquiétant que mon petit frère s'intéresse soudainement à elle dès qu'elle entre dans cette tenue. Lorenzo désigne vaguement ma robe, mon apparence, tout ce que j'avais soigneusement préparé pour prouver que je méritais qu'on me remarque. À quoi je ressemble, exactement? À une femme, et non plus à la jeune fille que tu as ignorée pendant des années. Ma voix sonne étrangère, même à mes propres oreilles. J'ai une assurance que je n'ai jamais eue en présence de Lorenzo. Le problème n'est peut-être pas l'intérêt soudain d'Alessandro. Le problème, c'est peut-être que tu as enfin remarqué ce qui était sous tes yeux depuis tout ce temps et que tu as réalisé que tu avais toutes les occasions d'agir, mais que tu as choisi de ne rien faire. Le silence qui suit est lourd de sous-entendus et d'histoires non dites. Et je vois la mâchoire de Lorenzo se crisper avec cette tension particulière. Cela signifie qu'il est en train de gérer quelque chose qu'il ne veut pas ressentir, qu'il lutte contre des émotions qu'il a passé des années à feindre d'ignorer. Ce n'est pas le lieu pour cette conversation. Alors n'entame pas de conversation que tu n'es pas prêt à terminer. Je recule d'un pas, soudain en quête désespérée d'espace, d'air et de distance par rapport à cette dynamique compliquée dans laquelle je me suis fourré. Excusez-moi, j'ai besoin de respirer. Je me dirige vers la porte-fenêtre avant qu'il ne puisse m'arrêter. J'ai presque franchi la sortie quand la main de Lorenzo attrape mon poignet d'une pression mesurée. Non pas pour me retenir, mais pour stopper net ma fuite. GNA attends. Pourquoi? Pour que tu m'en dises plus sur la façon dont tu me protégeais de toi-même en me repoussant. Ou peut-être veux-tu m'expliquer comment le fait de te voir avec d'autres femmes pendant des années était, d'une certaine manière, pour mon bien. Je me tourne complètement vers lui et, de si près, je peux lire le conflit dans son regard. La guerre entre le contrôle et le désir qui se joue en direct. Et je veux te dire que te voir entrer ici avec Alejandro m'a donné envie de faire des choses extrêmement violentes à mon propre frère. Et ça me terrifie plus que je ne veux l'admettre. Bien. Peut-être que la terreur t'apprendra ce que des années d'indifférence m'ont appris. Désirer quelque chose de loin ne signifie pas qu'on le mérite quand on décide enfin de le prendre. Je retire mon poignet et disparais sur la terrasse, le laissant planté là, dans l'embrasure de la porte, à me regarder partir. Alors que l'air frais de la nuit caresse ma peau brûlante, je comprends que ce n'est que le début du désastre complexe dans lequel nous nous engageons ensemble. Chapitre 2. Quand elle n'était qu'une fille maladroite. Debout sur la terrasse, tentant de reprendre mon souffle et de calmer mon cœur qui s'emballe, je ne peux m'empêcher de repenser à la première fois où Lorenzo Moretti a remarqué mon existence, il y a 12 ans. J'avais 14 ans et je pleurais dans la bibliothèque de la propriété familiale parce qu'un garçon de mon lycée m'avait dit que j'étais trop banale et trop studieuse pour valoir la peine d'être fréquentée. Je vivais chez les Moretti depuis 3 mois, après la mort de mes parents dans un accident de voiture. Leur famille m'avait accueilli car mon père travaillait dans la sécurité pour l'organisation et, par loyauté, il prenait soin des orphelins de soldats tombés au combat. Je faisais de mon mieux pour me faire discrète et reconnaissante, pour ne pas créer de problèmes dans une maison déjà assez compliquée sans y ajouter mon chagrin d'adolescente. Lorenzo avait alors 22 ans, il venait de terminer ses études et se préparait déjà à reprendre l'entreprise familiale de son père. Que des costumes impeccables et une intelligence encore plus vive, entouré d'un défilé de femmes magnifiques, dignes des magazines. Il m'avait trouvé à la bibliothèque cet après-midi-là, alors qu'il cherchait un document professionnel pour son père. Je me souviens encore de son expression exacte quand il m'a vu là, les larmes ruisselant sur mes joues et le nez rouge d'avoir pleuré. Un mélange d'inquiétude et de gêne qui laissait deviner qu'il ne savait pas comment gérer les adolescentes en proie à leurs émotions, mais qu'il allait quand même essayer, car m'ignorer lui semblait cruel. Salut, qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose à l'école.
Il s'était assis en face de moi, à distance respectueuse, sans me toucher, mais présent d'une manière qui me faisait me sentir moins seul face à ma honte et à ma douleur. C'est idiot. J'en fais tout un plat pour rien. J'ai essayé d'essuyer mes larmes et de me ressaisir, car pleurer devant Lorenzo Moretti me semblait l'humiliation suprême, d'autant plus qu'il devait déjà vivre avec le cas social que sa famille avait recueilli. Si ça t'a fait pleurer, c'est que ça compte, au moins assez pour en parler. Sa voix était douce comme je ne l'avais jamais entendue. Patiente, comme s'il se souciait vraiment de ce problème d'adolescente qui m'avait fait pleurer dans la bibliothèque de son père. Alors je lui ai répété mot pour mot ce que ce garçon avait dit, que j'étais trop sérieuse et trop banale, et qu'aucun garçon ne voudrait jamais d'une fille qui passait ses vendredis soirs à lire au lieu de faire la fête. Et j'ai vu l'expression de Lorenzo passer de l'inquiétude à une expression plus sombre, peut-être de la colère à mon égard. Ce garçon est un idiot qui ne reconnaît pas la valeur des choses, même quand elle est sous ses yeux. Et un jour, quand tu seras plus âgé et plus sûr de toi, tu rencontreras quelqu'un qui apprécie l'intelligence et la profondeur plutôt que les apparences. Il s'était penché en avant, les coudes sur les genoux, et avait croisé mon regard avec une intensité qui avait fait battre mon cœur d'adolescente de 14 ans à tout rompre. Tu n'es pas banale, Jana. Tu es discrète, ce qui est complètement différent et bien plus intéressant à long terme. Tu dis ça juste pour me plaindre. Je le dis parce que c'est vrai, et parce que dans quelques années, quand tu auras fini de t'épanouir, tu seras le genre de femme qui fait tourner les têtes sans même s'en rendre compte. Il avait tendu la main et glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille avec une douceur surprenante. Crois-moi, je reconnais les belles femmes quand j'en vois une, et tu seras coupé le souffle une fois que tu auras compris ce que tu as en toi. C'est à ce moment précis que je suis tombée follement amoureuse de Lorenzo Moretti. Assise dans cette bibliothèque, sa main toujours près de mon visage et ses yeux sombres qui me regardaient comme si je valais peut-être quelque chose, au-delà de la charité et du devoir. J'ai passé les 8 années suivantes à l'observer de loin, à tout apprendre de lui, à mémoriser ses préférences et ses habitudes, espérant désespérément qu'un jour il me regarderait à nouveau avec cette même intensité et verrait ce que j'étais devenu, et non ce que j'avais été. Mais il ne l'a jamais fait. Du moins, il n'a jamais agi en conséquence de manière perceptible. Au lieu de cela, je l'ai vu enchaîner les femmes qui ne me ressemblaient en rien. De longues jambes, une assurance naturelle et une sensualité désinvolte que je ne parvenais pas à imiter. Malgré tous mes efforts, il s'est montré protecteur, à la manière d'un grand frère qui me donnait envie de hurler, me prodiguant des conseils pour gérer les professeurs difficiles et me mettant en garde contre les garçons qu'il jugeait indignes, sans jamais envisager que je ne désirais peut-être pas sa protection fraternelle. Peut-être voulais-je qu'il me voie comme une personne capable de se tenir à ses côtés, et non comme une personne à protéger du monde. Le pire avait été il y a 2 ans, à la fête d'anniversaire d'Alandro, lorsque j'avais enfin trouvé le courage d'avouer mes sentiments à Lorenzo. Je portais une robe que j'avais achetée spécialement pour l'occasion, et j'avais répété mon discours pendant des semaines jusqu'à le connaître par cœur. Je l'avais trouvé dans le bureau de son père, où il s'était éclipsé de la fête pour un coup de fil. J'avais attendu qu'il ait fini avant de me lancer dans ma confession soigneusement préparée. J'étais amoureuse de lui depuis mes 14 ans, et je pensais que s'il me donnait une chance, il verrait que nous pourrions être bien ensemble. Il m'avait regardé avec un mélange de pitié et de doux rejet. Sa main s'était levée pour me serrer l'épaule, un geste censé être réconfortant, mais qui sonnait comme une condescendance. « Gianna, tu es comme une sœur pour moi. Tu le sais, n'est-ce pas? Je tiens trop à toi pour risquer notre relation en franchissant des limites. Mais si j'avais envie de franchir ces limites, si j'étais prête à risquer notre relation pour la possibilité de quelque chose de plus. Tu as 21 ans et tu as vécu ici toute ta vie d'adulte. Tu ne sais pas ce que tu veux parce que tu n'as rien expérimenté en dehors de ce monde. » Il en était si certain, s'il s'éclaircit la gorge. Absolument convaincu que mes sentiments n'étaient que familiarité et proximité, et non un véritable désir. Je crois que tu confonds gratitude et confort avec des sentiments amoureux, et je ne vais pas profiter de cette confusion. J'étais sortie de ce bureau en me sentant plus petite et plus bête que la jeune fille de 14 ans qui avait pleuré parce qu'un garçon l'avait trouvée banale, et j'avais passé les 2 années suivantes à éviter Lorenzo autant que possible, tout en travaillant à me transformer en quelqu'un qu'il ne pourrait plus considérer comme confuse ou reconnaissante. J'avais quitté le domaine pour mon propre appartement, j'avais commencé à travailler dans une entreprise légitime plutôt que dans un domaine lié à la famille, et j'avais investi du temps et de l'argent pour devenir le genre de femme qui attire les regards et capte l'attention au lieu de se fondre dans le décor. Tu penses au passé. Je le vois bien à la façon dont tu t'agrippes à cette rampe, comme si tu essayais de l'étrangler. La voix d'Alandro me ramène à la réalité. Je le vois appuyé contre l'encadrement de la porte-fenêtre, une flûte de champagne dans chaque main, m'entendant une avec un sourire entendu. Laisse-moi deviner. Tu repenses à toutes les fois où mon imbécile de frère t'a traité comme une enfant au lieu de voir ce qui était juste sous son nez. Ton frère, lui, voyait exactement ce qu'il voulait voir. Une personne sur qui projeter ses instincts protecteurs sans risquer de se montrer vulnérable.
Je prends le champagne et en bois la moitié d'un trait. Ce n'est sans doute pas comme ça qu'on déguste un champagne aussi cher. Il est dehors, en pleine crise existentielle, on dirait. Il fixe la porte, l'air de se demander si les conséquences de son impulsion valent la peine de te rejoindre. Alejandro se place à côté de moi, près de la rambarde. Proche, mais sans me toucher. À mon avis, il a toujours su que tu étais spécial. Il a juste été trop lâche pour faire quoi que ce soit. Parce qu'admettre qu'il te désire, ce serait admettre qu'il est capable de perdre le contrôle. Et vous? Quel est votre intérêt dans tout ça? Parce que je ne crois pas une seconde que vous m'aidiez par pur altruisme fraternel. Mon intérêt, c'est que je vous trouve vraiment fascinante. Et voir mon frère réaliser qu'il a été idiot pendant près de 10 ans, c'est un bonus divertissant. Son sourire est franc et sincère, presque rafraîchissant. De plus, il y a quelque chose d'attirant chez une femme qui a passé des années à être ignorée et qui, soudain, a le pouvoir de faire plier le grand Lorenzo Moretti avec une robe et une entrée bien sentie. Je n'essaie pas de faire plier qui que ce soit. J'essaie de tourner la page et de ne plus être défini par des sentiments non partagés pour quelqu'un qui m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas celle qu'il voulait. Et pourtant, vous voilà à la fête de sa famille, vêtu d'une robe manifestement choisie pour lui faire regretter toutes les décisions qu'il a prises à votre sujet. Avant même que je puisse contester cette observation d'une justesse troublante, Lorenzo lui-même apparaît sur le seuil. Et l'expression sur son visage quand il voit Alejandro près de moi est une rage meurtrière, à peine contenue par des années de maîtrise de soi et de loyauté familiale. Alejandro, père te cherche. Il y a un différend territorial à l'Est qui ne peut apparemment pas attendre. Dis à père que je suis occupé. Il sait gérer les conflits territoriaux sans mon intervention. Maintenant, Alejandro, dit Lorenzo d'un ton absolu, celui de quelqu'un habitué à être obéi sans discussion. J'observe la lutte silencieuse entre deux frères, dont la dynamique complexe est manifestement indépendante de ma présence. Alejandro soupire théâtralement, puis se dirige vers la porte, s'arrêtant pour déposer un baiser sur ma joue, visiblement destiné à provoquer son frère. Garde-moi une danse plus tard, Bella. Je veux voir si tu bouges aussi bien que tu en as l'air. Puis, nous nous retrouvons seuls, Lorenzo et moi, sur la terrasse, la tension est palpable. Je me force à croiser son regard, même si tous mes instincts me crient de fuir avant que cette conversation ne me blesse davantage. Sauf que tu joues un jeu dangereux en utilisant mon frère pour me rendre jalouse. Je ne joue à rien. Je vis ma vie. Et si cela te met mal à l'aise, tu devrais peut-être te demander pourquoi tu t'intéresses soudainement à qui je fréquente, alors que tu as passé des années à me faire comprendre que tu ne me voyais pas comme ça. Je n'ai jamais dit que je ne te voyais pas comme ça. J'ai dit que tu étais comme une sœur, un mensonge que j'ai proféré pour nous protéger toutes les deux d'une situation que je savais ne pas pouvoir gérer. Chapitre 3. L'éclat qui devient une arme. Sa confession plane entre nous comme une grenade dégoupillée. Je m'efforce d'assimiler ce qu'il vient d'admettre tout en gardant une expression neutre, car montrer à Lorenzo Moretti à quel point ces mots m'affectent ne m'a jamais été profitable. Je ne vais certainement pas lui donner ce pouvoir maintenant, après avoir passé 2 ans à ériger des murs spécialement conçus pour le tenir à distance. Un mensonge que tu as raconté pour nous protéger tous les deux. C'est une façon bien commode de reformuler le rejet, te faisant passer pour une personne noble plutôt que lâche. Je pose mon verre de champagne avec une précision calculée, canalisant toute la confiance que j'ai mis des années à cultiver. Mais soyons clairs sur ce qui s'est réellement passé. Je t'ai offert quelque chose d'authentique et de vulnérable, et tu as préféré le rejeter comme une gratitude confuse plutôt que de risquer d'admettre que tu désirais peut-être quelque chose que tu ne pouvais pas contrôler. Tu avais 21 ans et tu vivais chez mes parents. Profiter de cette situation aurait fait de moi exactement le genre d'homme que j'ai passé ma vie à éviter. Il s'éclaircit la gorge. Il s'approche avec cette grâce prédatrice qui me faisait trembler et qui me fait encore trembler malgré tous mes efforts pour rester impassible. Alors oui, j'ai menti. Je t'ai appelé « ma sœur », alors que je voulais juste t'enfermer dans ma chambre et m'assurer qu'aucun autre homme ne te regarde jamais comme je l'ai fait. Et pourtant, tu as réussi à résister à cette envie pendant 2 ans, alors que je te voyais faire défiler des femmes qui étaient tout ce que je n'étais pas. Ces femmes n'étaient que des distractions, des tentatives pour me convaincre que ce que je ressentais pour toi n'était qu'un instinct protecteur mal placé, et non quelque chose de plus sombre et de plus complexe. Sa main se lève pour agripper la rambarde à côté de moi, m'emprisonnant sans même me toucher. Visiblement, cette stratégie n'a pas été aussi efficace que je l'espérais, car te voir ce soir dans cette robe, la main de mon frère sur ton dos, m'a donné envie de commettre des actes de violence. Tu n'as pas le droit d'être jaloux. Tu l'as perdu quand tu as décidé que je ne valais pas la peine de prendre le risque de complications. Je me glisse sous son bras et m'éloigne, car rester si près de lui pendant qu'il avoue des choses que j'attends d'entendre depuis des années est dangereux pour le calme que je dois garder. Je ne suis plus la même fille qui pleurait dans ta bibliothèque ou qui confessait ses sentiments dans le bureau de ton père.
Je n'ai pas besoin de ta protection ni de ta prise de conscience tardive que je valais peut-être mieux que l'affection fraternelle. Non, tu n'es plus le même. Makerie. Tu es la femme que je savais que tu deviendrais. Sauf que, d'une certaine manière, c'est encore plus dévastateur que je ne l'aurais cru possible. Sa voix me suit sur la terrasse, basse et rauque, chargée d'émotions qu'il peine à contenir. Et te voir t'éloigner est bien plus difficile que de te repousser. Alors peut-être aurais-tu dû y penser avant de passer des années à me faire sentir invisible pendant que tu tentais de guérir tes propres blessures émotionnelles. Je retourne vers la salle de bal, car cette conversation prend une tournure dangereuse et je ne suis pas prête à lui pardonner simplement parce qu'il dit enfin ce que je voulais entendre quand j'étais trop jeune pour savoir que je n'y croyais pas. La fête bat son plein quand je reviens. Musique, danse et hommes louches qui mènent des affaires sous couvert de charité. Et je suis aussitôt intercepté par Alandro, qui apparaît au moment opportun avec un sourire agaçant qui laisse penser qu'il observait la porte de la terrasse, attendant mon retour. Ça avait l'air intense. Dois-je m'inquiéter que mon frère soit sur le point de faire une bêtise monumentale, ou est-il encore dans le déni de sa crise émotionnelle? Ton frère est dans la phase des déclarations, ce qui est. C'est pire que le déni, car maintenant je dois faire face au fait qu'il admet enfin ses sentiments tout en restant fondamentalement la même personne qui m'a blessé. J'accepte le champagne frais qu'il m'offre, car apparemment, boire est mon mécanisme de défense pour toute cette soirée. Alors, tu ne le crois pas. Tu penses qu'il réagit simplement en te voyant avec moi plutôt que de reconnaître vraiment ce qu'il fuyait. Je pense qu'il est jaloux et possessif, et qu'il a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Et en ce moment, ce qu'il veut, c'est gagner une compétition qu'il a décidé d'instaurer entre vous. Et si je te disais que je suis sincèrement intéressé à passer du temps avec toi, même si cela rend mon frère fou, me croirais-tu ou supposerais-tu que je joue aussi à tes jeux? La question d'Alandro me prend au dépourvu car son ton est sérieux plutôt qu'enjoué. Et quand je le regarde attentivement, je vois dans son expression quelque chose qui pourrait bien être un intérêt authentique plutôt qu'une manipulation stratégique. Et je dirais que c'est une complication que je ne suis pas en mesure de gérer pour le moment, alors que je suis encore en train de digérer la première complication. Soit. Ceci dit, je pense que vous sous-estimez votre pouvoir dans cette situation. Il désigne Lorenzo de l'autre côté de la salle de bal, feignant de discuter avec des associés alors que son attention est clairement rivée sur nous. Regardez-le. Il n'arrête pas de vous observer. Il suit chacun de vos mouvements du regard, comme s'il craignait que vous ne disparaissiez s'il détournait les yeux. Ce n'est pas du pouvoir. C'est juste qu'il a enfin remarqué ce qui a toujours été là et qu'il panique à l'idée que je ne l'attende pas passivement. Exactement. C'est pourquoi vous avez toutes les cartes en main. Il veut quelque chose d'inaccessible, et c'est à vous de décider s'il en souffre ou s'il réussit. Alandro me fait tournoyer pour me mettre en position de danse au début d'une nouvelle chanson, m'entraînant sur la piste avec cette assurance propre à ceux qui ont grandi dans un monde où tout est une question de pouvoir. La question est de savoir si vous êtes assez cruel pour le faire travailler dur ou assez faible pour céder dès qu'il montre sa vraie nature. Vulnerabilite. Je suis indécise. Repose-moi la question après que j'ai bu plus de champagne et que mes émotions se soient calmées. Nous dansons, et je suis hyper consciente du regard brûlant de Lorenzo qui nous fixe de l'autre côté de la pièce, de la façon dont les mains d'Alandro sont posées respectueusement, mais suffisamment possessives pour être significatives, de la complexité que toute cette situation a prise en quelques heures. Il va probablement intervenir dans les 30 prochaines secondes, si l'on en juge par la veine palpitante sur son front. La voix amusée d'Alandro résonne à mon oreille. Quand il le fera, je veux que tu te souviennes que tu ne lui dois rien. Que le moindre geste de ta part est un cadeau qu'il ne mérite pas encore. Pourquoi m'aides-tu? Qu'est-ce que tu y gagnes à provoquer ton frère de cette façon? Peut-être que je t'aide parce que je t'apprécie et que je pense que tu mérites mieux que des années de désirs non partagés. Ou peut-être que je t'aide parce que voir Lorenzo perdre le contrôle est divertissant. Son sourire est acéré. Ou peut-être les deux. Les motivations complexes sont permises. Bien sûr. Ça suffit. Lorenzo apparaît à nos côtés, le regard meurtrier, à peine dissimulé par les convenances. Sa main est déjà tendue vers moi, comme un ordre plutôt qu'une requête. Puis-je intervenir? Ou êtes-vous trop absorbé par votre jeu? À jeu égal, mon frère. Je danse simplement avec une belle femme qui apprécie ma compagnie. Alandro me relâche avec une lenteur délibérée, déposant un autre baiser sur ma main, pure provocation théâtrale. Gardez-moi une autre danse pour plus tard. Gianna. Je n'ai pas encore fini d'apprécier votre compagnie. La main de Lorenzo se pose alors sur ma taille, me rapprochant plus que la danse ne l'exige. Et soudain, le bruit de la salle de bal s'estompe tandis que nous évoluons ensemble avec une familiarité née d'années passées dans le même espace, même si nous n'avons jamais été réellement ensemble. Il essaie de me faire perdre le contrôle. Vous comprenez, n'est-ce pas? Toute cette soirée, Alandro appuie sur des boutons qu'il sait capable de me faire réagir.
Ou peut-être qu'Alandro est sincèrement intéressé et que vous réalisez seulement maintenant que d'autres hommes voient ce que vous avez passé des années à feindre d'ignorer. Exister. Je n'ai jamais fait semblant. Je me suis même battu contre ça, car te désirer me semblait mal, alors que tu étais censé être sous ma protection. Sa main se resserre sur ma taille, me rapprochant peu à peu de lui. Mais voir mon frère te toucher me fait reconsidérer toutes les nobles intentions que j'ai pu avoir, toutes ces intentions de bien faire. Des intentions nobles qui m'ont laissé seul et blessé, tandis que tu te félicitais d'être honorable. Pardonne-moi si je ne suis pas impressionné par ta soudaine crise de conscience, maintenant que quelqu'un d'autre s'intéresse à toi. Tu veux que je me repente, que j'admette avoir eu tort, que j'étais stupide, et tout ce que tu as probablement pensé de moi ces 2 dernières années. Sa voix devient plus basse, intime malgré le lieu public. Très bien. J'étais tout ça, et pire encore. Je t'ai fait du mal parce que j'étais trop lâche pour risquer la seule chose authentique dans ma vie. Et maintenant, je te regarde t'éloigner, tandis que je comprends enfin ce que j'aurais dû savoir dès l'instant où tu es entré dans cette bibliothèque à 14 ans. Et c'est quoi, ça? Quelle révélation bouleversante as-tu en ce moment? Il a fallu que je vienne avec ton frère pour enfin percer à jour tes sentiments. Que tu n'aies jamais été invisible à mes yeux. Je m'en étais juste persuadé, car l'alternative était d'admettre que je désirais quelque chose qui ne m'appartenait pas. Chapitre 4. Il insiste. Elle recule. Les jours qui suivent le bal sont une étude de Lorenzo Moretti, essayant de se comporter comme un homme qui découvre soudainement les émotions et qui est incapable de les gérer sans son habituel calcul froid et sa planification stratégique, ce qui serait presque attendrissant si je n'étais pas encore à vif après des années passées à être traité comme un meuble qu'il faut dépoussiérer de temps en temps. Il se présente à mon appartement le lendemain matin avec du café et des viennoiseries de la boulangerie. J'ai mentionné l'amour une fois, en passant, il y a 3 ans, ce qui signifie qu'il a toujours été attentif, même quand je pensais le contraire, et j'ai failli lui claquer la porte au nez par principe, avant que la curiosité de savoir ce qu'il peut bien dire pour arranger les choses ne l'emporte sur l'instinct de survie. J'ai apporté le petit déjeuner, ainsi que des excuses que je répète depuis 4 heures ce matin, heure à laquelle j'ai renoncé au sommeil et accepté que je ne serais pas en mesure de fonctionner. Jusqu'à ce qu'on parle de tout ce que j'ai été trop bête pour dire ces 8 dernières années. Il porte toujours ce qui ressemble à son costume d'hier, sans la veste ni la cravate, les cheveux en bataille comme je ne l'ai jamais vu. Et la fatigue dans ses yeux laisse penser qu'il dit vrai pour sa nuit blanche. Un café et des viennoiseries n'effacent pas des années de rejet. Lorenzo. Ce ne sont que des accessoires coûteux pour la comédie que tu as décidé de jouer, celle où tu fais semblant de t'intéresser soudainement à quelqu'un d'autre qui voudrait peut-être de ce que tu as passé des années à jeter aux oubliettes. Je reste planté là, à bloquer l'entrée, car le laisser entrer, c'est comme céder un terrain que j'ai si durement conquis. Tu as raison. Ça ne change rien. Mais j'espère que ça me donnera le temps de m'expliquer, sans que tu me claques la porte avant que j'ai fini mon discours soigneusement préparé. Son sourire est empreint d'une autodérision inhabituelle, et donc d'une certaine manière plus inquiétante que son assurance habituelle. Moss, on m'a dit que je suis beaucoup plus supportable quand les gens mangent. Mes pâtisseries de corruption. Qui t'a dit ça? Une des nombreuses femmes que tu as fréquentées pendant que j'étais soi-disant invisible. Aleandro. En fait, pendant l'un de ses discours sur le fait que je suis une idiote émotionnellement bloquée qui va mourir seule, entourée d'argent et de regrets, il déplace le café et le sac d'une main pour passer l'autre dans ses cheveux déjà en désordre. Maintenant, il s'est étonnamment investi pour s'assurer que je comprenne exactement à quel point j'ai mal géré tout ce qui te concerne. Je pense qu'il apprécie d'avoir l'avantage moral pour une fois. Ton frère apprécie de te voir te tortiller parce que tu as passé toute ta vie à avoir le contrôle et que maintenant tu ne l'as plus. Cela n'a rien à voir avec la moralité et tout à voir avec le divertissement. Je prends le café parce que je ne suis pas assez forte pour refuser un bon café, peu importe qui me l'offre. Et je vois l'expression de Lorenzo changer, laissant peut-être entrevoir de l'espoir, lorsque j'accepte son offrande de paix. Et donc tu me laisseras entrer. Laisse-moi essayer de m'expliquer avant que tu ne prennes une décision définitive sur si j'en vaut la peine. Je te pardonne. Je te laisse entrer parce que je veux des réponses et que tu ne partiras visiblement pas avant d'avoir prononcé ton discours préparé. Mais ne confonds pas hospitalité et pardon. Je m'écarte enfin et il entre dans mon petit appartement, bien loin du luxe de sa propriété. Il observe avec un intérêt évident l'espace que je me suis créé, loin de l'ombre de sa famille. Et cet endroit te va bien. Toutes ces couleurs chaudes, ces livres et ces petites touches personnelles qui en font un véritable foyer, et pas seulement un bien immobilier de luxe. Il pose les pâtisseries sur le petit comptoir de ma cuisine avec précaution, comme s'il voulait ne pas perturber l'harmonie que j'ai instaurée. Je me suis toujours demandé où tu étais allé après ton départ. Quel genre d'endroit tu choisirais, une fois libre de te l'approprier. Tu aurais pu me le demander. Tu aurais pu venir me voir n'importe quand ces 2 dernières années, au lieu de faire comme si je n'existais pas, hormis quelques salutations polies lors des réunions de famille.
Je suis resté à distance parce que te voir sans pouvoir te toucher devenait insupportable, et je me suis persuadé que la distance apaiserait mon désir. Il s'appuie contre mon comptoir, ses mains agrippées au bord, comme s'il avait besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. De toute évidence, cette stratégie a lamentablement échoué puisque je suis actuellement dans ton appartement à 7 heures du matin, n'ayant pas fermé l'œil de la nuit car je n'arrive pas à me sortir de la tête les mains d'Alisandro sur toi. Alisandro m'a à peine touché. Nous avons dansé lors d'un événement public, et il a été parfaitement respectueux malgré ton imagination jalouse qui a créé des scénarios qui ne se sont jamais produits. Je le sais, ce qui, paradoxalement, rend les choses encore pires, car cela signifie que je ne suis même pas jalouse de ce qui s'est passé. Je suis jalouse de ce qui pourrait arriver s'il décidait de te courtiser sérieusement. Et s'il décide de me courtiser, en quoi cela te regarderait-il alors que tu as été très clair il y a 2 ans? Tu ne voulais rien d'autre que d'être mon grand frère protecteur. Parce que j'ai menti. Parce que chaque fois que je disais que tu étais comme une sœur, je pensais en réalité à des choses totalement inconvenantes pour un frère, des choses qui m'auraient valu des ennuis judiciaires si je les avais mises en pratique alors que tu vivais sous mon toit. Sa voix s'est éteinte. Sa voix trahit une frustration palpable et une détresse qui semble sincère. Tu veux de l'honnêteté. Très bien. Je suis attiré par toi depuis tes 18 ans, et ça me terrifiait parce que tu étais censé être un repère sûr. Tu étais censé être la seule personne dans ma vie qui ne soit pas contaminée par la violence, la manipulation et toute l'obscurité dans laquelle je baigne au quotidien. Alors, ta solution a été de me faire croire que je n'étais pas à la hauteur, au lieu d'être honnête sur tes sentiments comme une adulte. Ma solution a été de te protéger de moi, de mon monde, du fait qu'un lien romantique avec moi te mettrait en danger, un risque que je ne voulais pas prendre. Il s'approche, mais se retient avant de me toucher. Ses mains se contractent le long de son corps, comme s'il retenait physiquement son impulsion. Mais ensuite, tu as quitté la maison et tu as commencé à construire ta vie loin de la famille, et j'ai réalisé que j'étais une cible de toute façon, parce que tu as grandi chez moi et que tout le monde sait à quel point tu comptes pour nous. Ce qui signifie que j'avais sacrifié notre bonheur pour notre sécurité. En réalité, non. On dirait une prise de conscience opportune qui arrive comme par hasard au même moment. Quand Alisandro a manifesté de l'intérêt, ce fut le catalyseur, pas la cause. Cela m'a forcé à accepter le fait que j'allais devoir te regarder construire une vie avec quelqu'un d'autre parce que j'avais été trop lâche pour risquer le rejet et la vulnérabilité. Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibre, un message que je consulte machinalement. Les yeux de Lorenzo suivent le mouvement avec une concentration prédatrice avant que son expression ne se fige soigneusement. Autrement dit, il est en train de digérer quelque chose qui lui déplaît. Laisse-moi deviner, mon frère vérifie si tu as survécu à mon inévitable visite matinale. Alisandro essaie de savoir si je veux déjeuner avec toi plus tard dans la semaine, ce qui ne te regarde pas et sur quoi tu n'as pas à avoir d'avis. Sauf que si, ça me regarde, parce que c'est mon frère et que tu es la femme dont je suis amoureux depuis avant même d'avoir les mots pour exprimer mes sentiments. La confession sort brutalement, sans fioriture. Rien à voir avec la déclaration en douceur qu'il avait sans doute préparée. Alors oui, j'ai des opinions sur le fait qu'il te courtise en particulier, des opinions que je préférerais taire. Je préfère me tirer une balle dans le pied plutôt que de regarder ça se produire sans rien faire. On ne peut pas déclarer son amour après des années de rejet et espérer que ça efface les dégâts. Lorenzo, l'amour sans acte, ce ne sont que de belles paroles qui ne valent rien quand celui qui les prononce a prouvé à maintes reprises que ses sentiments ne se traduisent pas par un choix. Alors laisse-moi te choisir maintenant. Laisse-moi te prouver que je suis capable d'être celle dont tu avais besoin quand tu as eu le courage de me dire ce que tu ressentais. Il réduit la distance, puis ses mains viennent encadrer mon visage avec une douceur qui contraste avec l'intensité de son regard. Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande la chance de construire de nouveaux souvenirs qui, peut-être, finiront par surpasser les mauvais. Et que se passera-t-il quand la nouveauté s'estompera et que tu te souviendras de toutes les raisons qui t'ont convaincu que c'était une mauvaise idée? Que se passera-t-il quand me protéger deviendra un fardeau plutôt qu'un privilège? Alors tu partiras et je vivrai avec les conséquences de t'avoir déçu 2 fois. Mais au moins, nous saurons tous les deux que j'ai essayé, au lieu de passer le reste de notre vie à nous demander « et si ?» Son pouce caresse ma pommette, et je suis sur le point d'oublier pourquoi le laisser rentrer est une idée terrible quand on sonne à la porte de mon appartement. Les mains de Lorenzo retombent aussitôt, la tension le submergeant à nouveau. « Tu attends quelqu'un ?» demanda-t-il. Alandro a dit qu'il passerait peut-être avec les dossiers dont j'ai besoin pour le travail. L'expression de Lorenzo serait comique si la situation n'était pas si compliquée. Un mélange de frustration et de résignation face au don de son frère pour gâcher les moments importants. Évidemment, comment ma tentative de réconciliation aurait-elle pu se faire sans l'intervention d'Alandro? Chapitre 5. Le frère pris entre 2 feux. J'ouvre la porte à Alandro, car refuser ne ferait qu'empirer les choses.
Je vois la mâchoire de Lorenzo se crisper, la frustration à peine contenue, tandis que les pas de son frère résonnent dans l'escalier menant à mon appartement. La tension dans mon petit espace est suffocante. 2 frères Moretti à proximité les uns des autres, et moi, pris entre eux, au sens propre comme au figuré. Je commence à comprendre pourquoi on dit qu'il ne faut jamais se mêler de ça. La famille, car les complications se multiplient de façon exponentielle lorsque les liens du sang et le désir s'entremêlent. Alessandro entre avec son charme habituel et son assurance habituelle, observant Lorenzo, débraillé dans ses vêtements de la veille, et moi encore en pyjama, avec un amusement entendu qui laisse deviner qu'il a parfaitement choisi son moment. « Bonjour. J'espère que je ne vous dérange pas. » Vu la tension que je ressentais dans le couloir, je suppose que mon timing est toujours impeccable. Ton timing l'est, et tu le sais. Tu sabotes délibérément ma tentative d'avoir une vraie conversation avec Gianna. La voix de Lorenzo est froide, empreinte d'une colère contenue qui ferait reculer la plupart des gens. Mais Alessandro ne fait qu'élargir son sourire, comme s'il savourait pleinement le malaise de son frère. Je livre les dossiers de travail qu'elle a demandés hier. Si votre conversation est plus importante que ses obligations professionnelles, alors allez-y, je vous attendrai. Alessandro se dirige vers la cuisine avec une aisance naturelle et se sert une des viennoiseries apportées par Lorenzo. Elles sont excellentes, au fait. Te souviens-tu vraiment de sa boulangerie préférée, ou as-tu demandé à quelqu'un de faire des recherches? Laisse tomber, Alessandro. Ça ne te regarde pas. Et tes tentatives d'ingérence, si flagrantes soient-elles, sont aussi puériles qu'évidentes. Ce qui est puéril, c'est que tu débarques chez elle après des années de négligence et que tu t'attendes à ce qu'elle te pardonne parce que tu as enfin compris ce que tout le monde sait depuis ses 16 ans. Le ton d'Alessandro passe de l'amusement au sérieux. Et je comprends, avec une clarté dérangeante, qu'il ne s'agit pas d'une simple manœuvre stratégique de sa part. Il est sincèrement en colère pour moi. Elle mérite mieux que ton éveil émotionnel tardif. Elle mérite quelqu'un qui a reconnu sa valeur dès le début, et non quelqu'un qui a eu besoin de la jalousie comme catalyseur. Et tu te prends pour cet homme. Tu crois que 3 jours d'attention te rendent plus digne que 8 ans d'histoire. Je pense que 8 ans de rejet valent mieux que 8 ans de proximité. Et je pense qu'elle est assez intelligente pour faire la différence entre quelqu'un qui la désire et quelqu'un qui veut la dominer. Vous devez tous les deux arrêter de parler de moi comme si je n'étais pas là. Ma voix tranche leur dispute avec plus de force que je ne l'aurais voulu. Des années à être constamment la cible des discussions au lieu d'être incluse, c'en est trop. Je ne suis pas un trophée, ni un territoire à conquérir dans votre lutte de pouvoir. Je suis une personne qui a le droit de décider, qui mérite son temps et son énergie. Ils se tournent tous les deux vers moi avec une expression de chagrin identique, ce qui serait risible si je n'étais pas si exaspéré par la situation. Je vois le visage d'Alessandro se transformer, devenir plus authentique, moins théâtral. Tu as raison. Je m'excuse de t'avoir parlé comme si tu n'étais pas là, libre de tes choix. Il pose la pâtisserie et s'approche, les mains levées en signe de reddition. Mais je maintiens ce que j'ai dit. Lorenzo a besoin de jalousie pour enfin voir ce qui a toujours été là. Et je maintiens mon intérêt à mieux te connaître si tu es prête à m'en donner l'occasion. Ton intérêt pour moi est motivé à au moins 50% par le désir de provoquer ton frère. Ne fais pas comme si tout cela n'était qu'une question de charme. 60% d'antagonisme, 40% d'attirance sincère. Je suis d'une honnêteté désarmante quant à mes motivations complexes. Son sourire, empreint de lucidité, est désarmant. Mais ces 40% sont bien réels, Gianna. Je ne joue pas, même si j'apprécie le spectacle de Lorenzo perdant son contrôle si soigneusement construit. C'est absurde. Tu envisages sérieusement de sortir avec lui juste pour me punir d'avoir été idiote. La voix de Lorenzo s'est légèrement élevée. Son contrôle légendaire commence à se fissurer sous la pression de voir son frère faire des choix qu'il aurait dû faire il y a des années. J'envisage de garder mes options ouvertes pendant que tu réfléchis à la sincérité de tes sentiments, s'il s'agit simplement d'une panique possessive à l'idée de perdre quelque chose que tu pensais acquis. Mes sentiments sont réels. Ils l'ont toujours été. Je les ai simplement enfouis sous des couches de devoir et de protection, et en me persuadant que te désirer était égoïste. Et maintenant, soudainement, me désirer est acceptable parce que j'ai changé d'apparence et ton frère a manifesté de l'intérêt. Ce sont des raisons vraiment convaincantes de croire que cette fois-ci sera différente. Ces événements m'ont forcé à affronter ce que je fuyais, mais ils n'ont pas créé ces sentiments. Ils m'ont simplement obligé à les reconnaître. Il s'approche de moi malgré la présence d'Alessandro. Attiré par une force invisible, il a visiblement renoncé à résister. Je sais que je ne mérite pas une autre chance. Je sais que j'ai épuisé toute la bienveillance que tu avais à mon égard, mais je te le demande quand même, car l'alternative est de te voir construire quelque chose avec une autre, tandis que je regrette chaque instant de lâcheté qui nous a menés à cette situation. Lorenzo,
il faut que tu sois très clair sur un point. La voix d'Alessandra est devenue grave, comme je ne lui avais jamais entendu. Toute trace d'amusement a disparu. Si tu fais cela parce que tu ne supportes pas de perdre contre moi, si c'est une question d'ego et de compétition plutôt que de véritable sentiment pour elle, tu dois partir maintenant avant de la blesser encore plus. Cela n'a rien à voir avec toi, mais tout à voir avec le fait que je suis amoureux d'elle depuis des années et que j'ai été trop lâche pour risquer ma sécurité en la gardant à distance. Le regard de Lorenzo se tourne vers son frère avec une intensité qui rend l'atmosphère électrique. Alors oui, la voir avec toi m'a rendu fou de jalousie, mais cette jalousie n'a fait que révéler ce qui existait déjà. Elle ne l'a pas créé. Alors prouve-le. Prouve que tu es capable de la choisir plutôt que le devoir, la protection et toutes les excuses que tu as utilisées pour la tenir à distance. Alejandro croise les bras, le défi clairement perceptible dans son attitude. Parce que je ne vais pas reculer juste parce que tu as soudainement décidé de te joindre à la compétition. Si tu la veux, tu vas devoir te battre pour elle au lieu d'attendre qu'elle t'attende pendant que tu te remets de tes blessures émotionnelles. Je n'attendrai personne. Je vais travailler et vous partez tous les deux pour que je puisse réfléchir tranquillement, sans que les deux frères Moretti n'envahissent mon appartement de testostérone et de conflits fraternels non résolus. Je prends mon téléphone et les fichiers qu'Alejandro a apportés. J'ai besoin de prendre mes distances avec eux deux avant de faire une bêtise comme croire aux déclarations de Lorenzo ou succomber au charme d'Alejandro. Gianna attends. Non, Lorenzo, c'est toi qui attends. Tu as eu des années pour y réfléchir, et j'en ai assez de mettre ma vie entre parenthèses pendant que tu décides si je vaux le coup. Je me dirige vers ma chambre pour me changer, m'arrêtant à la porte pour les regarder tous les deux. Quand vous saurez si c'est sérieux ou juste une question d'ego, vous saurez où me trouver. En attendant, je vais vivre ma vie et voir ce qui se passe, sans faire de votre histoire sentimentale ma priorité. Je ferme la porte de la chambre, quelle que soit leur réaction. Et à travers le mur, j'entends le murmure de leur dispute qui continue. Deux frères se disputent quelque chose auquel aucun d'eux n'a droit, tant que je ne l'aurais pas mérité. Chapitre 6. La nuit qui n'aurait pas dû arriver. 3 jours de silence radio de la part des frères Moretti sont à la fois une bénédiction et une malédiction. Ce silence me permet enfin de me concentrer sur mon travail, loin des drames testostéronés. Mais il me laisse aussi trop de temps pour repasser chaque conversation, chaque confession, jusqu'à ce que je ne sache plus distinguer le vrai du faux. Je travaille tard au bureau, car rentrer signifie me retrouver seul avec mes pensées. Et je n'entends Lorenzo entrer que lorsque son reflet apparaît sur l'écran de mon ordinateur, planté dans l'embrasure de la porte de mon petit bureau, comme s'il était là depuis un moment à me regarder travailler. Tu vas te fatiguer les yeux à force de fixer cet écran dans le noir. En plus, ta sécurité en bas est vraiment nulle s'ils m'ont laissé monter sans prévenir. Sa voix est plus basse que d'habitude, sans cette autorité qui caractérise chacun de ses mots. Et quand je me tourne enfin pour le regarder vraiment, je vois l'épuisement se lire sur son visage. Cela laisse supposer que le silence a été aussi difficile à supporter pour lui que pour moi. Et que fais-tu ici? Je croyais avoir été clair. J'avais besoin d'espace pour réfléchir sans que tu sois toujours là à me faire des déclarations. Tu l'as fait, et c'est pourquoi je me suis tenu à l'écart, même si mon instinct me criait de venir et d'exiger que tu écoutes mes excuses. Il entre lentement dans le bureau, refermant la porte derrière lui d'un clic discret qui rend l'espace soudainement plus petit et plus intime. Et puis, je suis là parce que 3 jours à essayer de respecter tes limites m'ont appris que je suis bien moins patient que je ne le pensais. Et aussi parce qu'Alejandro a mentionné qu'il t'emmenait dîner demain, ce qui m'a fait comprendre qu'attendre poliment pourrait signifier attendre une éternité. Alors, tu es là pour affirmer ta présence avant même que ton frère ait eu l'occasion de concrétiser son intérêt. C'est exactement le genre de comportement possessif absurde que je t'avais dit ne pas vouloir tolérer. Je suis là parce que tu me manques. Parce que 3 jours sans te voir ni te parler ont été plus difficiles que 2 ans à faire semblant de ne pas te vouloir. Il s'arrête à quelques mètres, gardant ses distances comme s'il voulait prouver qu'il respecte les limites, même si tout dans son langage corporel indique qu'il veut se rapprocher. Et oui, savoir qu'Alejandro t'emmène dîner me donne envie de tout casser. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là parce que je ne peux plus rester loin de toi, peu importe le timing stratégique ou la rivalité fraternelle. Tu ne peux pas débarquer dès que l'attente devient insupportable et t'attendre à ce que je laisse tout tomber pour gérer tes émotions. J'ai du travail à finir et une vie à vivre qui ne tourne pas autour de tes sautes d'humeur. Je retourne à mon ordinateur parce que le regarder est dangereux quand il est vulnérable et sincère au lieu d'être froid et contrôlé. Et je l'entends se rapprocher jusqu'à se tenir juste derrière ma chaise, les mains posées sur le dossier, près de mes épaules. Puis il me dit de partir. Dis-moi que tu ne veux pas de moi ici et je partirai, te laissant tranquille pour que tu finisses ton travail et te prépares pour ton dîner avec mon frère. Sa voix est si proche que je sens son souffle sur mes cheveux. Mais si tu ne peux pas me dire de partir, s'il y a ne serait-ce qu'une petite partie de toi qui souhaite que je reste,
alors laisse-moi être là pendant que tu travailles. Laisse-moi te prouver que je peux exister dans ton espace sans rien exiger d'autre que ta présence. Le problème, c'est que je ne peux pas lui dire de partir malgré toutes les raisons logiques. Je dois me protéger d'une nouvelle blessure. Les mots me manquent, car une part de moi, une part traîtresse, attendait qu'il se montre exactement comme ça. Dépouillé de son armure habituelle, admettant des choses qui le rendent vulnérable au lieu de le rendre fort. Tu peux rester, mais tu dois faire silence, car je dois absolument terminer ce rapport avant demain. Je peux faire silence. Il s'installe sur la chaise en face de mon bureau, les jambes allongées et les bras croisés sur la poitrine, dans une posture qui suggère qu'il est prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. J'essaie de me concentrer sur mon travail, tout en étant hyper consciente de sa présence qui imprègne mon petit bureau d'une tension sans aucun rapport avec les rapports financiers que je suis censé analyser. 1 heure passe en silence, seulement interrompue par le cliquetis de mon clavier et le bruissement occasionnel de Lorenzo qui change de position. J'arrive presque à oublier sa présence, jusqu'à ce que je sente son regard sur moi avec cette intensité particulière qui me donne la chair de poule. Quand je lève les yeux, je le surprends à me regarder avec une expression indéchiffrable, peut-être de la nostalgie, du regret, ou les deux. Et quoi? Rien. Je réalise juste combien d'heures j'aurais pu passer exactement comme ça au fil des ans si je n'avais pas été si déterminé à te tenir à distance. À me regarder travailler sur des rapports financiers ennuyeux. Tu es bien peu exigeant en matière de temps de qualité. À te regarder être dans ton élément. À te voir te mordre la lèvre quand tu te concentres, ou repousser tes cheveux en arrière quand tu es frustré par des chiffres qui refusent de s'équilibrer. Sa voix s'est adoucie, avec quelque chose qui ressemble dangereusement à de l'affection. J'ai raté tellement de choses en me persuadant que rester loin de toi était noble plutôt que lâche. Lorenzo, ne fais pas ça. Ne me fais pas ressentir des choses alors que j'essaie de prendre du recul sur la douleur que tu m'as infligée. Je n'essaie pas de te faire ressentir quoi que ce soit. Je suis juste honnête quant à mes regrets, car les garder pour moi n'a servi à rien et je ne sais plus comment gérer ce que je ressens en ta présence. Il se lève et contourne le bureau avant que je puisse l'arrêter, faisant pivoter ma chaise pour me faire face et s'accroupissant. Nous sommes donc à la même hauteur, ses mains posées sur mes accoudoirs, m'emprisonnant sans même me toucher. Et dis-moi que tu ne le ressens pas, toi non plus. Dis-moi que cette tension entre nous est à sens unique, et je m'en irai sur le champ, acceptant d'avoir détruit quelque chose d'irréparable. Je ne peux pas te dire ça, car ce serait mentir. Mais ressentir quelque chose ne signifie pas qu'agir en fonction de cette émotion soit intelligent ou sain. Depuis quand est-ce que l'un de nous se soucie de l'intelligence ou de la santé de l'autre? Tu m'as aimé alors que c'était voué à te faire souffrir. Et je t'ai repoussé alors que c'était voué à me détruire. Sa main se lève enfin, ses doigts s'enfonçant dans mes cheveux avec une douceur qui me coupe le souffle. Peut-être est-il temps que nous arrêtions tous les deux de faire semblant d'être intelligents et que nous admettions simplement ce que nous voulons. Et que veux-tu précisément? Parce que les déclarations vagues ne suffisent plus. Jutta folks. Toutes les facettes de toi. De la jeune fille qui pleurait dans ma bibliothèque à la femme qui est entrée dans ce bal et a fait chavirer mon cœur. Il sera proche. Si près que nos visages sont à quelques centimètres l'un de l'autre, et je peux voir toutes les nuances dorées dans ses yeux sombres. Je veux arrêter de mentir sur mes sentiments fraternels alors que ce que je ressens réellement est possessif, dévorant et totalement inapproprié. Lorenzo, je veux t'embrasser jusqu'à ce que tu oublies chaque instant où je t'ai fait te sentir invisible. Je veux te toucher jusqu'à ce que le seul nom dont tu te souviennes soit le mien. Je veux te garder si complètement que l'invitation à dîner de mon frère devienne insignifiante, car tu es déjà exactement là où tu veux être. La sincérité brute de ces mots brise en moi une blessure que j'avais érigée en rempart. Avant même de réaliser consciemment que je voulais combler la distance, je tends la main vers lui. Mes poings s'agrippent à sa chemise tandis que je la tire à moi et que, enfin, un baiser, attendu depuis des années, scelle l'écart qui nous sépare. Ce baiser explose en une passion désespérée et dévorante. Des années de désir refoulé, d'attirance refoulée, s'embrasent en une chaleur qui rend tout le reste insignifiant. Ses mains sont dans mes cheveux, sur ma taille, me serrant contre lui tandis que je tente de m'agripper à ses épaules, des muscles fermes sous un tissu précieux. Nous nous séparons, haletants, nous fixant du regard, entre choc et désir, avec la soudaine prise de conscience que nous avons franchi une limite irréversible. Viens avec moi, je t'en prie, parce que si on reste ici, je vais te prendre sur ce bureau. Tu mérites mieux que cet endroit, vu ce que ce moment représente. Sa voix est brisée, il ne tient plus qu'à un fil, et je me surprends à hocher la tête avant même que la raison puisse intervenir, car j'ai tellement désiré ce moment que le nier me paraît désormais impossible. Le trajet jusqu'à son Penthouse est silencieux et électrique. Sa main trouve la mienne dans la voiture et la serre fort, comme s'il craignait que je disparaisse s'il me lâchait. Quand nous arrivons enfin, il me tire à l'intérieur avec une urgence à peine contenue,
me plaquant contre la porte close dès qu'elle se verrouille derrière nous. Dis-moi d'arrêter. Dis-moi que ce n'est pas ce que tu veux, et je te ramène chez toi tout de suite. Sans question, sans ressentiment. Son front repose contre le mien, son souffle irrégulier sur mes lèvres. Mais si tu laisses faire ça, si nous franchissons cette limite ce soir, tu dois comprendre que je ne sais pas me sentir à la légère quand il s'agit de toi. Pour moi, c'est toujours tout ou rien. Alors arrête de parler et reste là avec moi. Il m'embrasse à nouveau, plus lentement cette fois, mais avec la même intensité. Ses mains glissent, il est là, à mes côtés, m'enracinant, me prenant dans ses bras, me soulevant sans effort tandis qu'il me porte vers sa chambre sans interrompre le baiser. La pièce est sombre et immense, intimidante dans son luxe silencieux. Mais la façon dont il me dépose est délicate, respectueuse, comme si cet instant comptait plus que tout au monde. J'ai imaginé ça tant de fois au fil des années, murmure-t-il. J'ai imaginé ce que ça ferait d'être enfin là avec toi, sans mur, sans faire semblant. Ses lèvres caressent ma mâchoire, s'attardant sur mon cou juste assez longtemps pour me couper le souffle. Mais la réalité est tellement plus bouleversante que tout ce que j'avais osé espérer. Sa présence m'enveloppe, stable et déterminée, comme s'il mémorisait chaque respiration, chaque réaction. Lorsqu'il se rapproche, c'est sans hâte, intentionnel, comme si j'étais quelque chose de précieux plutôt que d'éphémère. Je tends la main vers lui aussi, ayant besoin de réduire la distance, ayant besoin d'être sûr que c'est réel, qu'il est réel. Tu n'as aucune idée à quel point tu es belle, dit-il doucement, presque comme si c'était douloureux de l'admettre ça. Ou tout ce temps perdu à me convaincre que je te protégeais alors que j'avais juste peur. Sa voix se fait rauque, chargée d'émotions qu'il ne peut plus dissimuler. Je ne perdrai plus une seconde à faire semblant de ne pas vouloir ça, ni toi. Lorenzo, je murmure, perdant le contrôle. Arrête de parler de ce que tu aurais dû faire et reste ici avec moi. Dis-moi ce dont tu as besoin, dit-il doucement. Dis-moi ce qui te rassure, ce qui te fait sentir désiré, et je ne le manquerai pas. Son toucher est ferme, rassurant, et une douce brûlure me traverse, m'empêchant de réfléchir clairement. Il ne se précipite pas, ne prend rien. Il écoute, apprend, répond, comme si chaque son que j'aimais comptait. C'est ça, murmure-t-il. Je veux juste savoir que tu es là, avec moi. Quand ma dernière hésitation s'évanouit, je me sens vulnérable d'une manière qui n'a rien à voir avec la fragilité physique, et il doit le sentir car il marque une pause, une main se levant vers mon visage avec une douceur inattendue. On peut s'arrêter, dit-il doucement. On n'est pas obligé de faire ça ce soir si tu n'es pas prête. Moi, je suis prête depuis 8 ans. Je lui dis, arrête de te retenir et reste. Il m'embrasse à nouveau, plus profondément cette fois. Et le monde se rétrécit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que nous deux. Plus de distance, plus de doute, plus de faux-semblants. Tout semble inévitable, comme si chaque instant de lutte nous y avait menés. Il bouge lentement, délibérément, sans jamais détourner le regard, comme s'il voulait se souvenir de chaque seconde. Tu es irréel, murmure-t-il, comme un rêve que je n'aurais jamais cru pouvoir réaliser. Sa voix est empreinte de retenue. Dis-moi si tu veux que je ralentisse. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Ne t'arrête pas, je respire. J'ai trop attendu ce moment. L'instant s'étire, s'intensifie jusqu'à ce que tout le reste disparaisse. Sa présence est stable et certaine, il me serre contre lui comme si j'avais toujours eu ma place. Quand la tension finit par se dissiper, c'est dans le silence, mais avec force, nous laissant tous deux à bout de souffle. Ensuite, le silence règne dans la pièce, hormis le bruit de nos respirations. Il me serre contre lui, nous ajustant délicatement, ses bras m'enlaçant d'une manière qui évoque la protection plutôt que la possessivité. « Reste cette nuit », murmure-t-il. J'ai besoin de savoir que c'était réel, pas juste un désir imaginaire. Il y a une vulnérabilité dans sa voix que je ne lui connaissais pas. Je reste, je réponds, mais il faudra qu'on parle demain matin. Ça veut dire que j'en ai fini de faire semblant, dit-il. Et tous ceux qui ont un problème avec ça, y compris mon frère, devront l'accepter. Possessif, c'est un euphémisme. Pas possessif, murmure-t-il. Juste enfin honnête et totalement incapable de te perdre maintenant que je sais ce que ça fait. Il me serre plus fort contre lui et je me laisse aller à sa chaleur. Sachant que demain apportera son lot de complications, je choisis pour l'instant de rester dans cet instant où tout me semble juste, inévitable, et exactement ce que j'ai toujours désiré. Chapitre 7. Conséquences et conflits. Je me réveille, baigné par la lumière du soleil qui filtre à travers des baies vitrées inconnues, et je réalise aussitôt que je suis dans le lit de Lorenzo Moretti, son bras fermement enroulé autour de ma taille. Le poids des choix de la nuit dernière m'accable, mêlant satisfaction et panique. Car franchir cette limite signifie qu'il n'y a plus de retour en arrière, dans cette distance que j'avais soigneusement maintenue pendant 2 ans. Il dort encore à mes côtés,
le visage détendu comme je ne l'ai jamais vu lorsqu'il est éveillé et maître de lui. Je prends un instant pour simplement le regarder, sans que son regard intense ne scrute chacune de mes réactions. Le problème avec la lucidité du lendemain matin, c'est qu'elle vous oblige à affronter les décisions prises sous le coup du désir et de l'émotion. Et me voilà allongé là, dans ces draps hors de prix, tandis que mon corps porte encore le léger écho de la nuit dernière. J'ai du mal à comprendre si la nuit dernière marquait le début de quelque chose de réel ou simplement l'aboutissement d'années de désirs inassouvis. Enfin, je trouve un exutoire. Son bras se resserre autour de moi, même endormi, quand j'essaie de changer de position. Et cette possessivité serait touchante si elle n'était pas aussi légèrement terrifiante, sachant que Lorenzo Moretti n'est pas du genre à prendre les choses à la légère et que je suis devenu, à ses yeux, quelque chose qui lui appartient. Je peux t'entendre penser d'ici. Quel que soit le cercle vicieux dans lequel tu t'enfonces, il peut attendre que j'ai pris mon café et que je t'ai convaincu que la nuit dernière n'était pas une erreur. Sa voix est rauque de sommeil, mais l'autorité sous-jacente est toujours présente. Et quand je me tourne vers lui, je trouve des yeux sombres qui me fixent avec une intensité qui me coupe le souffle, malgré l'angoisse qui me tord les entrailles. Il faut qu'on parle de ce que ça signifie. De ce qui se passe maintenant qu'on a définitivement anéanti toute possibilité de retour en arrière. Ça signifie que tu es à moi maintenant et que tout le monde doit revoir ses attentes en conséquence. Y compris mon frère, qui va être furieux quand il comprendra ce qui s'est passé entre nous. Il me serre contre lui, sa barbe naissante me frôlant l'épaule tandis qu'il dépose un baiser sur ma peau nue. Maintenant, je te prépare le petit déjeuner et on passe la journée au lit jusqu'à ce que tu arrêtes de me regarder comme si tu cherchais à t'échapper. Je ne cherche pas à m'échapper. J'essaie juste de réaliser que coucher avec toi était sans doute la pire décision que je pouvais prendre pour mon bien-être émotionnel, vu notre histoire. Ou peut-être la meilleure, parce que ça nous a forcés tous les deux à arrêter de faire semblant de ne pas vouloir ça. Sa main remonte le long de mon flanc dans un geste désinvolte qui, d'une certaine façon, me paraît plus intime que tout ce qu'on a fait la nuit dernière. Je sais que tu as peur. Je sais que je t'ai donné toutes les raisons de ne pas croire que cette fois-ci sera différente. Mais je te demande de me donner une chance de te prouver que je suis capable d'être ce dont tu as besoin. Avant que je puisse répondre, son téléphone sonne d'une sonnerie qui le fait sursauter. Et je vois son expression passer de la vulnérabilité à la maîtrise, tandis qu'il attrape son téléphone sur sa table de nuit, reconnaissant clairement que l'appelant est suffisamment important pour interrompre notre matinée. Ici Marco. Je dois répondre. Il m'embrasse le front avant de répondre d'un salut sec qui indique qu'il est passé en mode professionnel. Qu'est-ce qui est assez important pour appeler à 7 heures du matin? Je n'entends pas la réponse de Marco, mais je vois la mâchoire de Lorenzo se crisper avec cette tension particulière qui signifie qu'il assimile une information qui lui déplaît. Et lorsqu'il reprend la parole, sa voix est devenue froide, comme si quelqu'un s'apprêtait à passer une très mauvaise journée. Mais quand est-ce que c'est arrivé? Qui est au courant? Et quelle est l'évaluation actuelle de la menace? Il s'éclaircit la gorge. Il écoute encore un instant avant que son regard ne se pose sur moi, avec une expression qui pourrait mêler inquiétude et frustration. Je m'en occupe. Donnez-moi 1 heure pour me rendre au domaine et nous discuterons des stratégies de confinement. Il raccroche et se redresse, le drap s'affaissant autour de sa taille. Il passe une main dans ses cheveux déjà ébouriffés, un geste de frustration que je commence à reconnaître comme son signe distinctif du moment où la situation lui échappe. Alejandro sait que tu es là. Apparemment, il est venu chez toi ce matin avec du café et des excuses pour notre dispute. Et comme tu n'as pas répondu, il a géolocalisé ton téléphone. Il a géolocalisé les miennes. C'est complètement dingue et probablement illégal. Bienvenue dans ma famille, où la vie privée est un concept abstrait et où chacun a les moyens de retrouver n'importe qui à n'importe quel moment. Son sourire est dépourvu d'humour. Le pire, c'est qu'il sait que tu es dans mon pantouse, ce qui signifie qu'il sait ce qui s'est passé hier soir. Et d'après le rapport de Marco, il est actuellement à la propriété et exige de me parler pour avoir trahi la confiance fraternelle et volé ce qu'il prétendait être. Je ne suis pas un objet qu'on peut revendiquer ou voler. Je suis une personne qui a choisi avec qui elle voulait être. Je le sais et tu le sais aussi. Mais Alessandro va interpréter ça comme une tentative d'instrumentalisation de ma position historique avec toi pour remporter une compétition qu'il imagine entre nous. Il se lève et enfile ses vêtements d'un geste rapide et précis. Je dois régler ça avant qu'il ne fasse une bêtise monumentale qui dégénère en une situation bien plus grave que la simple jalousie. Qu'est-ce que je suis censé faire? Attendre ici comme un bon petit objet pendant que tu gères la peine de ton frère. Tu es censé rester ici, en sécurité, pendant que je fais bien comprendre à tout le monde, y compris à Alessandro, que tu n'es pas disponible pour une quelconque négociation. Il est de nouveau en mode autoritaire. L'homme vulnérable d'il y a quelques instants est désormais dissimulé sous des couches de froideur et de calcul.
Je serai de retour dans quelques heures et nous pourrons alors poursuivre notre conversation sur les conséquences de tout cela et sur la suite des événements. Lorenzo, tu ne peux pas partir comme ça après hier soir sans avoir discuté de ce que nous faisons. Tu ne peux pas te remettre à donner des ordres et t'attendre à ce que j'obéisse simplement parce que nous avons couché ensemble. Il retourne vers le lit et prend mon visage entre ses mains, m'obligeant à le regarder droit dans les yeux. Ce qu'on est en train de faire, c'est construire quelque chose de concret. Ce qu'on est en train de faire, c'est que je revendique enfin ce que j'aurais dû avoir il y a des années et que je m'assure que tout le monde sache que tu es intouchable. Son baiser est dur et possessif. Reste ici. Laisse-moi m'occuper de ma famille. À mon retour, on aura tout le temps qu'il te faut pour digérer tout ça, en discuter, et tout ce qui te permettra de croire que je suis sérieux. Puis il disparaît, me laissant seul dans son immense lit, entouré de draps luxueux et imprégné du parfum de son eau de Cologne. Je suis face à un choix, obéir à son ordre de rester ou affirmer mon indépendance et il s'éclaircit la gorge, partant et en assumant les conséquences. La chose la plus mature à faire serait d'attendre et d'avoir la conversation qu'il promet. Mais la partie de moi qui en a assez d'être contrôlée et dirigée songe sérieusement à m'habiller et à rentrer chez moi, juste pour prouver que j'en suis capable. Mon téléphone vibre. Un message m'attend avant que je puisse me décider. Et quand je consulte mon téléphone, je découvre un message d'Alisandro qui me noue l'estomac, mêlant culpabilité et sentiments complexes que je préfère ne pas trop analyser. J'espère qu'il en vaut la peine. Je croyais sincèrement que nous construisions quelque chose de sérieux, mais apparemment, je n'étais qu'un prétexte à sa jalousie. Faites attention à mon frère. Il est très doué pour te faire sentir important jusqu'à ce qu'un imprévu accapare son attention. Ce message me pèse sur la poitrine, car Alessandro n'a pas tout à fait tort. J'ai utilisé son intérêt comme moyen de pression, consciemment ou non. Et maintenant, il est blessé et je suis responsable d'avoir encore compliqué une situation déjà chaotique. Je fixe encore le message, cherchant comment répondre, quand mon téléphone sonne. Le nom de Lorenzo s'affiche à l'écran. Ne réponds pas au message d'Alessandro. Ne te laisse pas faire. Reste où tu es jusqu'à mon retour. Comment savais-tu qu'il m'avait envoyé un message? Parce que je connais mon frère et je sais qu'il va essayer de te faire culpabiliser de me choisir plutôt que lui. Sa voix est tendue, empreinte d'une colère contenue. Il est blessé et se défoule, ce que je comprends. Mais tu n'es pas responsable de gérer ses émotions ni de t'excuser de me préférer à lui. Peut-être devrais-je m'excuser. Pourtant. Peut-être l'ai-je encouragé en acceptant son attention alors que je cherchais simplement à te rendre jalouse. Tu ne l'as pas encouragé. Tu as été honnête quant à tes sentiments complexes, et il a choisi de te courtiser malgré tout, espérant te faire changer d'avis. Un silence pesant s'installe. La situation est pire que je ne le pensais. Mon père souhaite une réunion de famille concernant l'incident du bal et ta relation avec ses deux fils. Apparemment, nos problèmes personnels perturbent nos affaires. Ton père veut une réunion à mon sujet. C'est absolument humiliant et je n'y ai jamais consenti en couchant avec toi hier soir. C'est pourquoi je gère la situation. C'est pourquoi j'ai besoin que vous me fassiez confiance et que vous me croyiez capable de gérer ma famille sans que vous ayez à subir leurs jugements et leurs ingérences. Je ne suis pas une personne fragile qu'il faut protéger des opinions de votre famille. S'ils veulent discuter de mon implication avec vous, je dois être là pour me défendre moi-même. Gianna, les réunions de famille ne sont pas des discussions polies. Ce sont des négociations stratégiques où chacun a ses propres intérêts et où la personne la plus vulnérable est sacrifiée pour le bien commun. Sa voix est ferme. Je ne vous laisserai pas vous retrouver dans cette situation sans préparation ni protection. Alors s'il vous plaît, pour une fois, laissez-moi gérer ça à ma façon. J'ai envie de discuter, d'insister sur mon droit d'être présente lors des conversations concernant ma propre vie. Mais la sincère inquiétude dans sa voix me fait hésiter, car il a peut-être raison. Entrer dans une réunion de famille Moretti sans préparation, c'est tomber dans un piège que je ne suis pas capable de déjouer. Très bien, j'attendrai. Mais vous devez revenir et me parler réellement au lieu de simplement donner des ordres et d'attendre une obéissance. Je vous promets que nous parlerons de tout. Donne-moi juste quelques heures pour que ma famille comprenne bien que tu n'es pas négociable. Il raccroche et je reste assise dans son lit, à me demander si confier mon cœur à Lorenzo Moretti après une seule nuit ensemble est courageux ou tout simplement incroyablement stupide, et si le sentiment de culpabilité que m'a infligé le message d'Alessandro signifie que je n'ai pas aussi surmonté la complexité de cette relation entre deux frères que je le croyais. Chapitre 8. Ce qu'il a toujours nié. La réunion de famille se passe apparemment aussi mal que Lorenzo l'avait prédit, à en juger par son retour 4 heures plus tard. Il a l'air d'avoir pris plusieurs années et porte la tension particulière qui découle de la lutte sur plusieurs fronts simultanément. Je suis habillée et assise dans son salon avec un café que j'ai préparé moi-même, car attendre nue dans son lit me donnait l'impression de jouer le rôle d'une maîtresse obéissante plutôt que celui d'une partenaire à part entière. Et lorsqu'il me voit habillée, son expression change. Peut-être de la déception,
peut-être du soulagement que je ne me sois pas enfui. Tu t'es habillé la nuit dernière. J'espérais que tu serais encore au lit, là où je t'ai laissé, complètement à ma merci. Je ne vais pas rester dans ton lit comme une femme entretenue à t'attendre après tes affaires. Si on fait ça, c'est sur un pied d'égalité, ce qui signifie que je décide où je m'assieds et comment je m'habille. C'est juste, non. Au fait, tu es bien plus beau nu et décoiffé qu'habillé et sur la défensive. Il s'affale sur le canapé à côté de moi, l'air lourd, comme si la réunion avait été pire que prévu. Mon père pense que tu es une distraction qui sème la zizanie entre ses fils et nuit à l'harmonie familiale. Alejandro est persuadé que je t'ai manipulé par pure vengeance. Et la moitié de la famille prend parti dans une dispute qu'ils ne comprennent même pas, juste pour s'ennuyer. C'est le drame le plus intéressant qu'on ait eu depuis des années. Bref, je suis devenu l'objet de ragots et de manœuvres politiques dignes d'une famille mafieuse. C'est exactement ce que je voulais en couchant avec toi hier soir. Je leur ai dit de se mêler de leurs affaires et que ma vie privée n'était pas à soumettre au vote ou à l'approbation de ma famille, ce qui a eu l'effet escompté, comme on pouvait s'y attendre de la part de ces gens qui se croient tout permis. Il prend ma main et entrelace nos doigts avec une douceur qui contraste avec la tension dans ses épaules. Alejandro est le plus gros problème. Il est vraiment blessé et se sent trahi. Et je ne peux pas entièrement lui en vouloir, car il s'éclaircit la gorge de son point de vue, j'ai attendu qu'il manifeste de l'intérêt pour ensuite m'accaparer ce qu'il convoitait. Mais est-ce vraiment ce que tu as fait? Tu ne me désirais que parce qu'il me désirait en premier. Non. Je te désirais bien avant qu'Alejandro ne te voie autrement que comme la fille qui a grandi chez nous. Mais son intérêt m'a obligé à admettre que j'allais te perdre si je ne cessais pas de cacher mes sentiments. Sa main se serre plus fort. La vérité, c'est que je suis amoureuse de toi depuis tes 18 ans. Et ça me terrifiait, parce que tu étais censé être en sécurité, protégé, inaccessible. T'aimer, c'était risquer la seule relation authentique que j'avais, une relation pure, sans violence ni obligation. Alors tu m'as repoussé pendant des années, me laissant croire que je n'étais pas à la hauteur, parce que tu avais peur de tes propres sentiments. Oui. Et c'était égoïste, lâche, et tout ce que tu as probablement pensé de moi. Mais maintenant, c'est fini de fuir. Même si ça implique d'affronter les drames familiaux et la colère justifiée d'Alejandro. Et si je n'ai pas fini d'être en colère? Et si une nuit ensemble n'efface pas des années de souffrance et de rejet? Alors tu resteras en colère, pendant que je te prouverai par des actes concrets que j'ai changé et que cette fois, je te choisis toi plutôt que le devoir, les attentes familiales et toutes les excuses que j'utilisais pour te tenir à distance. Il me serre contre lui, jusqu'à ce que je sois presque sur ses genoux. Je demande une vraie chance. Pas le pardon, ni une confiance immédiate. Je veux juste te montrer que l'homme qui t'a repoussé n'est plus celui que je suis aujourd'hui. Le truc, c'est que j'ai envie de le croire. Il s'éclaircit la gorge. J'ai envie de croire que c'est réel et durable, et pas juste une autre version de lui qui cherche à garder le contrôle. Mais des années de souffrance et de déception m'empêchent d'accepter qu'il soit vraiment capable de me donner la priorité, vu son comportement passé. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de voir que tu tiens tes promesses avant de croire que ce n'est pas juste une folie passagère, alimentée par la jalousie et le désir. Combien de temps? Donne-moi une échéance, que je sache à quoi m'attendre. Je ne sais pas. Le temps qu'il me faudra pour croire que tu es sérieux et pas juste pris dans l'euphorie d'avoir enfin obtenu ce que tu pensais inaccessible. Alors, je prendrai tout le temps qu'il te faut. Je serai là chaque jour et je te prouverai que tu es ma priorité jusqu'à ce que tu ne puisses plus le nier. Son baiser est doux et attentionné, une demande plutôt qu'une exigence. Mais je ne te laisse ni espace ni distance. Je reste proche de toi et présente, et je veille à ce que tu n'oublies pas que je me bats pour nous. 3 mois plus tard, Lorenzo tient parole, d'une manière à la fois agaçante et touchante. Il débarque chez moi tous les matins avec du café et refuse de partir tant qu'il n'est pas convaincu que je mange correctement. Il s'immisce dans mon emploi du temps et ma vie sociale avec la détermination de quelqu'un qui a décidé que je suis sa priorité, malgré mes protestations. Il est toujours aussi contrôlant et possessif, et incapable de se dispenser de gérer le moindre détail de ma sécurité. Mais il y a désormais une douceur en lui qui n'existait pas auparavant. Une volonté d'écouter vraiment quand je proteste, au lieu de balayer mes objections d'un revers de main par désordre. Alejandro reste d'une politesse froide lors des rares occasions où nous nous croisons, lors de réunions de famille. Sa souffrance s'est muée en une courtoisie distante, paradoxalement pire qu'une hostilité ouverte, car elle signifie qu'il me considère comme une traîtresse, celle qui a brisé la confiance que nous avions pu construire. Lorenzo tente de renouer les liens avec son frère par des gestes et des excuses, mais le mal est fait, créant une fracture familiale qui met tout le monde mal à l'aise et me fait culpabiliser, malgré les protestations de Lorenzo qui affirme que je ne suis pas responsable des émotions d'Alessandro. Ce soir, c'est le gala de charité, exactement 3 mois après le bal où tout a basculé. Je me prépare dans le pantouse de Lorenzo, car j'y passe plus de nuits que chez moi,
malgré mes protestations pour préserver nos espaces respectifs. Ma robe est d'un bleu saphir profond, une couleur que Lorenzo a expressément demandée, car, selon lui, elle s'harmonise avec mes yeux. En sortant de la chambre, je le trouve qui m'attend, vêtu d'un smoking qui lui va à merveille. Tu es sublime. Tous les hommes présents à ce gala vont te regarder et te souhaiter d'être à ma place. Et tu vas passer la soirée à fusiller du regard quiconque te fixe trop longtemps. Je sais comment ça se passe maintenant. Absolument. Je suis extrêmement prévisible quant à mes tendances possessives envers toi. Il m'attire à lui pour un baiser qui risque de nous faire arriver en retard. Es-tu prêt pour ça? Pour officialiser notre relation devant toute l'organisation. Aussi prêt que je le serai jamais. Même si je suis sûr qu'il y aura des murmures sur la façon dont j'ai manipulé les deux frères Moretti. Qu'ils murmurent. Tous ceux qui comptent savent la vérité. Depuis combien de temps je te désire et à quel point tu as été têtu pour me faire mériter ça. Le gala est exactement aussi impressionnant que je l'avais imaginé. Des hommes dangereux en costume hors de prix et des femmes magnifiques couvertes de bijoux. Et je suis hyper consciente de la tension que nous suscitons tandis que Lorenzo me serre contre lui, sa main possessive posée sur le bas de mon dos. Alisandro était là avec une superbe brune que je ne reconnais pas, prenant soin d'afficher une indifférence totale à notre présence. Et je vois l'expression de Lorenzo se crisper lorsqu'il voit son frère accompagné. Il essaie de faire passer un message, de montrer qu'il est passé à autre chose et que nous ne l'affectons pas. Qu'il fasse passer les messages qu'il a à faire. Nous savons tous les deux qu'il souffre encore, et c'est sa façon de gérer la situation. La soirée passe dans un tourbillon de présentations et de manœuvres diplomatiques. Lorenzo me présente comme sa petite amie avec une assurance qui ne laisse aucun doute. Ce n'est ni passager ni sans lendemain. Quand nous nous éclipsons enfin sur la terrasse pour prendre l'air, je suis épuisé d'avoir joué la comédie, de rester parfaitement calme sous le regard de tous. Tu étais parfait là-dedans. Tu as géré chaque question indiscrète et chaque remarque désobligeante avec une grâce insoupçonnée. J'ai beaucoup appris en te voyant gérer ces événements. Même si je préfère la version de toi que tu es dans l'intimité, celle où tu peux être vulnérable au lieu d'être constamment contrôlé, et cette version privée t'appartient exclusivement. Les autres n'ont droit qu'à ton froideur calculatrice. Il me fait face, les lumières de la ville créant un décor presque romantique. J'ai quelque chose pour toi. Quelque chose que je garde précieusement, attendant le bon moment. Il sort une petite boîte en velours et mon cœur s'arrête. Il ne va quand même pas me demander en mariage après seulement 3 mois de relation. Il comprend sûrement que je cherche encore à savoir si je peux lui faire entièrement confiance. Avant de t'inquiéter, ce n'est pas une demande en mariage. Je sais que nous n'en sommes pas encore là, et je sais que tu as besoin de plus de temps pour croire à mon sérieux. Il ouvre la boîte et révèle un délicat collier dont le pendentif capte la lumière. Il appartenait à ma mère. Elle me l'a légué en me demandant de l'offrir à la femme avec qui je savais que je passerais ma vie. Et je te l'offre maintenant comme une promesse de mon engagement à te prouver que je vaux la peine de prendre ce risque. Lorenzo, je ne peux pas accepter un objet qui appartenait à ta mère alors que nous ne sommes ensemble que depuis 3 mois. Tu peux et tu le feras, parce qu'elle t'aurait aimé et parce que j'ai besoin que tu aies quelque chose qui prouve à tout le monde, y compris à ma famille, que tu feras toujours partie de ma vie. Il le sort de la boîte et me l'attache autour du cou avec précaution. Je le perçois comme une promesse d'intention, pas comme une pression pour un engagement que tu n'es pas prêt à prendre. Son poids contre ma peau est lourd d'émotions que je ne suis pas encore prête à comprendre. Et quand je le regarde, je vois une vulnérabilité sous son assurance habituelle, une vulnérabilité qui me serre le cœur d'un mélange complexe de sentiments. Et si je te brise le cœur? Si je décide que je ne peux pas te faire assez confiance pour m'engager pleinement? Alors je vivrai avec cette conséquence et je saurai qu'au moins j'ai essayé d'être digne de toi, au lieu de passer le reste de ma vie à me demander ce qui se serait passé si. Son baiser est interrompu par le bruit d'un verre brisé provenant de la salle de bal. Et soudain, nous nous précipitons à l'intérieur pour découvrir le chaos et Alandro debout au-dessus de quelqu'un, les jointures ensanglantées et le regard meurtrier. Epilogue. 6 mois plus tard. Il s'avère qu'Alandro n'avait pas tourné la page. Aussi bien qu'il l'avait prétendu. Et l'homme qui l'avait battu au gala était quelqu'un qui avait tenu des propos me présentant comme un trophée que se disputent des frères, ce qui avait déclenché chez Alandro une réaction qui l'avait conduit à faire hospitaliser cet homme et à créer un scandale que la famille peine encore à gérer. Lorenzo avait géré la situation avec une grâce inattendue, défendant publiquement son frère tout en lui expliquant en privé que la violence, suite à des insultes perçues à mon égard, n'est des personnes et ne faisait qu'empirer les choses. La relation entre les frères restait tendue mais fonctionnelle, Alandro conservant une politesse froide qui se fissure parfois pour laisser place à une conversation sincère lorsqu'il oublie sa colère. Je ne me sens plus coupable d'avoir choisi Lorenzo car Alandro a clairement montré par ses actes que son intérêt était, au moins en partie, lié à la compétition avec son frère.
Et la femme qu'il fréquente régulièrement depuis quelques mois suggère qu'il tourne véritablement la page plutôt que de simplement faire semblant de se remettre. Lorenzo m'a fait sa demande en mariage le mois dernier après 9 mois de présence constante et de preuves irréfutables de sa sincérité. Et j'ai dit oui car, au milieu de toutes ces preuves quotidiennes et de cette présence constante, j'avais commencé à croire qu'il était capable de me donner la priorité. La bague à mon doigt est élégante et discrète. Exactement celle que j'aurais choisie s'il me l'avait demandé, et le fait qu'il le sache sans que je le lui dise prouve à quel point il est attentif. Le mariage est prévu pour le printemps prochain, une cérémonie intime, malgré les protestations de sa famille, qui veut une fête grandiose. Et je suis là, dans son pantouse, à le regarder gérer ses appels professionnels avec cette froide efficacité qui m'intimidait autrefois, mais qui, maintenant, me fait simplement apprécier sa capacité à compartimenter entre l'homme dangereux que le monde voit et la personne vulnérable qu'il est avec moi. Il me surprend à l'observer et raccroche brusquement, venant me serrer contre lui de main douce malgré leur potentiel de violence. À quoi penses-tu si sérieusement? Je repense à tout le chemin parcouru depuis cette soirée au bal, quand tu m'as vu avec Alandro et que tu as enfin avoué ce que tu fuyais. La plus belle soirée de ma vie, malgré un début difficile, de te voir entrer avec. Mon frère m'a fait comprendre que j'en avais fini de me mentir sur mes propres désirs. Et Alandro, crois-tu qu'il nous pardonnera un jour complètement? Peut-être, un jour. Mon frère est rancunier, mais il aime aussi sa famille. Et une fois qu'il aura vraiment tourné la page, il changera d'avis. Le sourire de Lorenzo est un peu malicieux, cependant. Le voir frapper quelqu'un qui t'avait insulté laissait penser qu'il avait encore des sentiments mitigés à ce sujet. C'était de la surprotection, pas du romantisme, si tu veux mon avis. Mon téléphone vibre, un SMS. Je jette un coup d'œil machinalement, surprise de voir le nom d'Alandro apparaître à l'écran avec un message que j'hésite presque à lire, vu notre histoire. Félicitations pour vos fiançailles. Je suis vraiment heureux pour vous deux, même si j'ai mis du temps à y arriver. Au fait, je t'avertis, j'amène au mariage quelqu'un avec qui je suis vraiment en couple. Alors, prépare-toi aux commentaires de la famille sur le fait que les deux frères Moretti soient devenus des casaniers. Je montre le message à Lorenzo et je vois son expression passer de la surprise à quelque chose de... Quel soulagement de voir que son frère fait enfin preuve d'un peu de chaleur, au lieu de cette froide politesse. Il passe à autre chose. Il passe vraiment à autre chose cette fois, au lieu de se contenter de faire semblant de guérir. Tant mieux. Peut-être que les réunions de famille seront moins gênantes maintenant. N'y compte pas trop. On est italien et dramatique. La gêne est notre état par défaut, même quand tout le monde est content. Il m'embrasse longuement. Le genre de baiser qui nous pousse généralement à abandonner tous nos projets pour rester à la maison. Et quand on se sépare, on sourit tous les deux parce que malgré toutes les complications, les drames et les années de déni, on s'est retrouvés exactement là où on était censé être. Ensemble, enfin honnêtes, et en train de construire quelque chose de vrai sur les cendres de tout ce qu'on a failli détruire par peur, par fierté et par refus obstiné d'admettre ce qu'on voulait tous les deux. Fin. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé, abonnez-vous et activez la cloche.